Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce nouveau question-réponse. C'est le numéro 2. Alors, juste avant, puisqu'on y est, hop là, voilà. Comme ça, je vous vois mieux. Juste une petite annonce donc concernant ces reprises de cours. Donc, normalement, les cours sur Aix et sur Hier reprennent à peu près tous. Voilà, il y a quelques aménagements d'horaire. Vous avez dû recevoir le mail, donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez regarder les mails, ou sinon vous pouvez m'envoyer un petit message, je vous dirai tout ce qui se passe. Concernant les stages, là aussi je vous ai fait deux petites vidéos. Le premier stage, donc dès début juillet, est annulé. Le stage de fin juillet, début août est complet, stage sur le cœur. Et le dernier stage, il reste encore des places, donc des stages de fin août sur le corps énergétique, voilà, de la posture à la méditation. Si vous en voulez en savoir plus, vous avez la vidéo, ou vous pouvez aussi me contacter. Et puis, dernier petit point, la formation donc de professeur de yoga sur Hier débutera bien 27 et 28. Il faut que je fasse un point là-dessus. Si vous voulez, il est encore temps de vous inscrire. Voilà. Donc, en avant pour le question-réponse numéro 2. La question de Martine. Bravo. Hein. Une petite question. Je ne comprends pas la suspension du souffle dans le Kapalabhati. Est-ce une respiration normale? Pour ma part, j'ai l'habitude de faire une rétention à poumon plein. Donc, après le Kapalabhati, il y a deux possibilités. Soit les suspensions, soit la rétention à poumon plein. En général, dans les débuts de séance, on fait plutôt, c'est un Kapalabhati qui n'est pas forcément un vrai Kapalabhati nettoyage, qui n'est pas un Kapalabhati pranayama, qui est un peu entre deux. Voilà, c'est un Kapalabhati de mise en route. En général, ce qu'on propose, c'est plutôt une suspension. Alors la suspension, qu'est-ce que c'est? C'est quand le souffle se suspend, s'arrête de lui-même. C'est-à-dire qu'à force d'avoir fait des expirations, on va dire le corps, il en a marre de respirer, c'est fatigant, et il se repose, donc il s'arrête. Voilà, je caricature. Mais voilà. Alors au départ, quand vous n'avez pas l'habitude, ces suspensions de souffle, ces arrêts de souffle spontanés vont durer 2, 3, 4 secondes, pas plus. Mais à force, avec la concentration, avec l'habitude, ça va durer très longtemps. Voilà. Et en fait, les grandes rétentions de souffle se font en suspension et pas en rétention. Ce qui veut dire aussi que dans le Kapalabhati, à la fin du Kapalabhati, la suspension va durer 3, 4 secondes. Et puis le souffle, un petit peu, ça va monter, descendre, inspire, expire léger, puis ça se repose. Et puis ça reprend. Et ça se pose, voilà. Et au fur et à mesure, vous allez observer, donc, dans ces pauses après le Kapalabhati, des suspensions de souffle qui vont s'allonger. Et c'est ces suspensions qui amènent aussi beaucoup de calme et d'apaisement mental. Voilà. Après, dans les Kapalabhati qui vont être des Kapalabhati beaucoup plus puissants, très très forts, là en général, donc qui durent pas très longtemps, qui durent 1 minute maximum, là on va faire des rétentions de souffle. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. On peut faire les deux, mais c'est vrai, ce qu'on propose plutôt, c'est des suspensions dans les cours classiques, dans ce que l'on fait même en vidéo. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Question d'Isabelle. Vous commencez par envoyer le pied droit derrière. Dans d'autres cours, Nata, on commence par envoyer le pied gauche derrière. Est-ce que ça a une importance de commencer à droite ou à gauche? Et pourquoi? Alors, vaste question. On commence par la droite ou par la gauche? Ça dépend. Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, dans un cours, c'est vrai qu'en général, on commence dans une pratique plutôt à essayer d'activer le péristaltisme dans le fonctionnement normal. Donc, on va d'abord essayer dans les pratiques de comprimer plutôt le côté droit, dans les pratiques qui compriment, pour pousser vers la sortie, donc vers la gauche. Voilà, ça c'est un petit point. Ensuite, c'est vrai que dans un cours, on aime bien que tout le monde commence par le même pied. Pour l'enseignant, c'est plus facile à diriger, et puis en même temps, c'est aussi plus joli, puis ça donne une sorte d'harmonie au niveau du groupe. Voilà, il y a cet aspect-là, donc on peut commencer par la gauche ou par la droite. Ça a peu d'importance dans les cours. Après, dans une pratique personnelle, on va commencer, donc là aussi, soit par la gauche, soit par la droite, et ça dépendra souvent de la narine par laquelle on respire. Si par exemple, c'est la narine de gauche par laquelle vous respirez le plus facilement, vous allez commencer par la narine de gauche. Donc commencer par le côté où le souffle est vraiment actif. Voilà, si c'est la droite, ça sera la droite. Donc,
On peut choisir de commencer par le côté où le souffle est actif, où l'énergie est active, ou alors on peut commencer par l'inverse. Donc on peut commencer par le côté où le souffle est bloqué. Et là, dans ce sens, on va aller contre le blocage pour déverrouiller le processus. Voilà, donc les différentes raisons pour lesquelles on peut commencer par la droite ou par la gauche. Ce qui est important, c'est de savoir en gros pourquoi on fait les choses. Voilà. C'est-à-dire dans une pratique personnelle surtout. Bon, en cours, vous pouvez vous laisser mener, c'est pas important, mais en pratique perso, tiens, là aujourd'hui, je vais commencer par la narine de droite, je vais suivre mon souffle. Là aujourd'hui, je vais commencer par narine qui respire, je vais suivre mon souffle, ou inversement, aujourd'hui j'ai commencé par la narine qui est bloquée pour contrarier mon souffle, pour arriver à débloquer l'énergie dans le canal qui est bloqué. Voilà, tout simplement. Donc je pense que j'ai à peu près répondu à ta question. Question de Marie-Christine, je pense. Olivier, pourrais-tu intégrer la posture d'Hanuman dans une des vidéos? Donc je pense que je l'ai faite, je crois que c'est hier ou avant-hier. Hanuman, c'est le roi des singes. Alors, peu importe la posture, juste cette petite question, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez des postures que vous souhaitez voir aborder, ou des techniques, des souffles, des pranayamas, des concentrations, vous pouvez me le marquer dans les commentaires et éventuellement, en fonction des pratiques, j'essaierai de l'inclure dans un cours. Voilà. Petite ou grande question. Donc, question de Stéphanie. Dans l'assise, quand tu dis de mettre les mains au genou, c'est où le genou? Quand tu le fais, on dirait que tes mains sont décalées vers l'intérieur par rapport au genou. C'est important ou à chacun son genou? Ben, j'oserais dire que c'est un peu à chacun son genou. Alors, on va descendre. Hop là. Voilà. Le genou, c'est toute cette zone. C'est la zone qui est pliée, tout simplement. Donc, c'est vrai que dans les postures, on peut des fois se mettre plus à l'intérieur, des fois un petit peu sur les côtés, ou quand on agrippe, voilà. Ce qui est important, c'est de pouvoir agripper et de sentir que ça verrouille quelque chose. Dans les Kapalabhati, par exemple, quand on a les paumes de main vers le plafond, on va utiliser le creux du poignet pour agripper le genou et tirer le dos vers l'arrière. Donc ça, c'est à vous de voir, là où vous êtes le plus à l'aise pour mettre la main. Ce qui va être important, par contre, dans ce Kapalabhati, ça va être de vraiment tourner les paumes de main et de sentir que quand vous tournez les paumes de main, ça a un impact au niveau du cœur et que les coudes, eux, sont tendus. Voilà, ça c'est l'impact plus important ça qu'au niveau des genoux. Qu'est-ce qu'il y a à dire au niveau des genoux? Oui, dans les autres pratiques, quand on a les mains au genou, quand on fait les Bhastrika ou d'autres souffles, les mains ne sont pas juste posées. On va dire que les bras tirent, les bras sont détendus, mais le corps tire le corps tend les bras et tire les genoux vers le haut. Voilà, j'exagère. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de descendre les genoux. Alors, on tire les genoux vers le bas, les genoux tirent vers le bas. Donc, on est bien accroché avec les mains. Et puis, on étire le dos comme ça. Donc, c'est à vous à voir où vous mettre. Petit point également, si j'ai vu souvent, il y a des personnes, enfin, ça arrive des fois, que des personnes dans un Kapalabhati se retrouvent comme ça. C'est-à-dire que les mains ne touchent même pas les genoux. Alors, je sais pas si elles s'en rendent compte, des fois je les corrige, mais je sais pas. Les mains sont vraiment posées sur les genoux. Ça crée aussi une sorte de circuit. Voilà, les mains sont pas au-dessus. Voilà, c'est bien posé. Voilà. Donc, hop là. Ça, je vous revois mieux. Donc, c'est la question de Stéphanie. Une autre question de Martine. Pendant la pince levée, j'étais très à l'aise, j'ai ressenti un certain bien-être. Ce n'est pourtant que la troisième fois que je pratique cette posture. La première fois, j'avais beaucoup souffert. Je n'en reviens pas. Est-ce dû au fait que je suis parvenu à tout tenir, la base, la langue, le regard, le mantra, la visualisation? Alors, déjà, c'est la troisième fois que tu fais la posture. Le corps, il faut un petit peu l'habituer. C'est vrai que souvent, dans le yoga, on prend des positions qui sont pas forcément habituelles. Donc, la première fois, ça tire, on comprend pas. La deuxième fois, ça va un peu mieux. La troisième fois, ça va un petit peu mieux. Voilà, tout simplement. Donc déjà, la première chose, c'est que ton corps a pris l'habitude. Ensuite, c'est vrai que le souffle débloque beaucoup les tensions qu'on peut avoir. Et puis, le fait de se concentrer, donc tu m'as dit la base, le regard, voilà, toutes les concentrations habituelles, le mantra, la visualisation, ça va aider à sortir de la douleur. Voilà. Donc le corps se met sur un autre processus. Donc ce n'est pas que le fait de la concentration, oui ça joue beaucoup, mais c'est le fait de la concentration plus l'habitude du corps. C'est pour ça que les premières pratiques, en général, on va pas trop pousser. La première fois que vous prenez une posture, on va pas trop pousser le souffle, ça sert à rien, on va plutôt utiliser un Bhastrika de façon à débloquer un petit peu le corps
voilà, on sait qu'on maîtrise son souffle. Et avec le Bastrika, on passe au-dessus, souvent on passe au-dessus de la situation difficile, la situation douloureuse. Voilà. D'autres questions de Marie-Pierre. Une petite question. Depuis que j'ai compris d'où partait le Kapalabhati, j'en suis revenu comme au début de mes cours. Ai-je loupé un truc ou dois-je continuer et faire preuve de patience? Alors, sur le Kapalabhati, voilà, souvent, les gens montent le souffle trop haut, même au niveau du plexus. Donc, voilà, au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire doit rester rentré dans le Kapalabhati. Le Kapalabhati doit se faire 2 doigts au-dessus du nombril, mais en dessous du plexus. Si vous le faites au niveau du plexus, vous allez bloquer un processus de redescendre des énergies. Voilà, donc voilà, il faut au départ, pour bien faire le Kapalabhati, je crois que je vous referai une vidéo complète là-dessus sur les Kapalabhati en plusieurs étapes d'ailleurs. Il faut d'abord déverrouiller complètement le ventre. Voilà, bien sentir que c'est tout le ventre qui bouge, et après, c'est juste au-dessus du nombril, mais pas au niveau du plexus. Et au départ, effectivement, ce qui peut se passer, c'est que on comprend pas, on s'étouffe, ça marche plus, on n'y arrive plus. C'est normal, ça veut dire que le Kapalabhati, tu le fais bien. Donc, faut faire et refaire jusqu'à ce que ça lâche et jusqu'à ce que le Kapalabhati passe. Dans ces phases-là, il faut faire attention à ne pas reprendre son souffle. Souvent, ce qu'on voit, il y en a certains qui font ce qu'on appelle dans le midi, on appelle ça le gobi. Voilà, c'est le poisson. Donc, si ça passe pas, ce qu'on fait, on fait un souffle un peu plus fort. Un souffle léger, puis d'un coup, et puis un petit souffle un peu léger, et puis on reprend plus fort. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. J'espère que le son passe bien, parce que là, il est en train d'y avoir un bel orage. Ça pleut à fond dehors. Donc, c'est la dernière question de Marie-Pierre. Question de Valérie. Grande difficulté dans la montagne. Très difficile d'expirer en gardant les bras en l'air. Et douleur dans les bras, le reste plus à l'aise, même si compliqué. Voilà, donc la posture de la montagne, c'est celle où on tend les bras et on monte. Voilà. Donc, effectivement, quand on travaille avec les bras, vous allez vous apercevoir tout de suite que le souffle monte dans la poitrine si vous ne faites pas attention. Ce qui veut dire que même dans la montagne, il faut faire attention quand vous inspirez à garder le souffle dans le ventre. Donc dans la sensation, à l'inspiration, on pousse le souffle vers le bas. Et l'expiration, voilà. Si vous avez bien inspiré par le ventre, vous allez arriver à expirer par le ventre. Si vous n'avez pas inspiré par le ventre, ça va être bloqué, vous n'allez pas y arriver. Donc faites bien attention à ça. Dès que vous travaillez les bras, vraiment insister sur le fait de mettre le souffle dans le ventre. Ensuite, au niveau de la douleur, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la posture, c'est vrai que ça devient douloureux au niveau des épaules. Donc une astuce que j'avais dû vous donner, je ne sais plus si c'était le cas, donc premièrement déjà de pousser avec la base, de pousser avec l'anus. C'est l'anus qui pousse, on détend les épaules, et ce que vous allez essayer de faire, c'est pas de pousser avec les épaules, mais c'est de serrer les coudes l'un vers l'autre. Donc, vous prenez pas la tête avec les épaules, de monter les épaules, juste serrer les coudes. Et le fait de serrer les coudes, ça va vous monter les épaules sans amener de contraction au niveau des muscles, au niveau du cou, tout ça. Voilà. Et après, on essaye de bien tourner les paumes de main. Voilà. Ce qui se passe souvent dans le temps, c'est que ça commence à lâcher les mains, ça lâche au niveau des coudes. Ensuite, si malgré ça, ça devient très douloureux, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre souffle, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, en synchronisant le souffle, j'expire, micro-pause à poumon vide sans reprendre le souffle, j'inspire, je reprends et je recontinue à pratiquer. Donc soit en dynamique, soit en statique. C'est un point, c'est une règle que l'on a dans toutes les pratiques. À un moment donné, si la douleur est trop forte, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre souffle, vous n'arrivez pas à allonger votre souffle, ça veut dire que vous allez trop loin. On n'est pas là pour se faire mal au niveau du corps, on est là pour l'étirer, oui, mais à condition d'être capable de garder toujours un souffle que l'on puisse maîtriser et allonger. Voilà donc pour cette petite question. Autre question de Martine. Je pense qu'on a déjà vu, juste que j'ai pas dû répondre, juste que j'aurais besoin que vous expliquiez à l'occasion la suspension du souffle. Ouais, donc ça on a vu. Sa question répondue. Oh là.
Question de Ségolène. Alors, c'est une grande question. Ma principale difficulté est de ne pas arriver à pratiquer suffisamment régulièrement et sur une période prolongée. Je manque de temps et je n'arrive pas à m'y investir suffisamment. La clé, c'est le plaisir. Donc, de ne pas vous dire, quand vous faites vos pratiques personnelles, quand sans vidéo, tout ça, pas vous dire, ah tiens, il faut que je fasse 1 heure. Non. Dites-vous, je vais me faire plaisir. J'ai un trou d'1 heure, je vais me faire plaisir. Ça durera peut-être un quart d'heure, ça durera qu'un quart d'heure. Ça durera 20 minutes, ça durera 20 minutes. Mais ne cherchez pas à travailler sur le temps, cherchez à travailler sur le plaisir. Voilà, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez avoir du plaisir à faire vos pratiques, et bien automatiquement vous allez y revenir beaucoup plus facilement. Et plus vous allez prendre de plaisir, plus vous allez y revenir facilement. Plus vous allez y revenir facilement, plus vous allez prendre de plaisir. Et à un moment donné, vous avez la pratique qui va se mettre en place. Après, c'est vrai que la vie extérieure nous tire beaucoup. Et ben voilà, des fois ça marche 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis on retombe dans nos travers. Et puis on reprend le plaisir. Enfin, voilà. Le yoga, c'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Des fois on pratique, ça lâche. On repratique, ça lâche. On repratique, ça lâche. Il faut accepter ça aussi. Mais bon, vous apercevrez qu'au fur et à mesure, c'est une sinusoïde, voilà, sa pratique, ça lâche, elle va aller plutôt en montant plutôt qu'en descendant. Voilà. Donc ça, c'est un petit point. J'ai l'impression aussi que je me lasse facilement, peut-être par sentiment qu'au bout d'un moment, cela n'apporte pas ce que j'espérais. J'arrête et puis j'y reviens dès que j'ai du temps. Voilà, c'est toujours encore cette notion de plaisir, plaisir, plaisir. Je me lasse. Si on se lasse, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé du plaisir. Donc cherchez les pratiques qui vous font plaisir. Les souffles, en général, c'est ça, l'apaisement que l'on va avoir. Quand vous pratiquez, pensez à garder le sourire. Voilà, si vous y allez, vous faites la tronche, allez boire l'apéro, ça sera mieux. Ah non, mais c'est vrai. Vraiment, faites-vous plaisir. Et vous verrez que ça lâchera beaucoup moins. Je suis très intéressé par la compréhension de chaque mouvement fait à mon corps. Oui, ben voilà, c'est un peu normal. Je me sens plus motivé que lorsque je comprends ce qui se passe dans mon corps et comment les exercices, les mouvements, les respirations agissent en moi. Mais j'y pose, du coup, je me lasse. Encore une fois, je me lasse. Bon, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai beaucoup aussi sur un processus mental, ce que j'appelle moi le processus blabla. Oui, c'est pas péjoratif, hein. C'est bien d'essayer de comprendre tout ça, mais il faut pas être là-dedans. Il faut pas être que là-dedans. Il faut être dans le ressenti. C'est-à-dire que tous les éléments que je vais pouvoir donner, que ce soit dans les vidéos, dans les cours, en disant ouais, cette pratique, ça mène ci, ça mène ça, c'est du marketing, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que toi tu vas ressentir dans ta pratique. Voilà. Donc apprends plutôt qu'à essayer d'avoir une compréhension intellectuelle, essaye d'avoir une compréhension sensitive. Je me mets dans la pratique, tiens, ça vibre comme ça fait ça. Je mets là, tiens, le souffle s'arrête, il passe plus à droite, il passe plus à gauche. J'ai tel type de visualisation, il y a telle image qui vient, il y a tel son que j'arrive à entendre. Voilà, c'est plutôt là-dedans. Donc, dans un autre espace, ouvre un autre espace à l'intérieur. Ouais, je pense que c'est plus intéressant. Après, bon, chacun son truc. J'aimerais arriver à pratiquer tous les jours sans me poser de questions. Ben voilà, on y revient. En sachant exactement quels sont les exercices ou moments à privilégier. Sachant que je suis quelqu'un d'assez angoissé et stressé. Et oui, voilà. Plus on est angoissé, plus on se pose des questions. Et plus on se pose des questions, plus on est angoissé. Voilà, il suffit de voir les trucs d'aujourd'hui, hein, les 2 mois qu'on vient de suivre, qui sont pas encore terminés. Voilà, les questions, tout ça, on sait plus où on en est, qui dit vrai, qui dit pas vrai. Voilà, à un moment donné, sincèrement, on vit notre vie, voilà. Et puis voilà, on se fait plaisir. Encore une fois, reviens sur le plaisir dans ta pratique, c'est le point principal. Mais c'est comme si j'essayais un mouvement, puis un autre, sans jamais organiser vraiment à me fixer sur une pratique organisée. Mais voilà, donc, alors, c'est vrai que pour organiser ces pratiques, effectivement, il y a une certaine compréhension. Cette compréhension, c'est dans les formations qu'on va pouvoir l'avoir. Alors déjà, si tu suis des cours en salle avec un professeur régulièrement, ça va t'aider. Après, il y a les ateliers et il y a aussi les formations. Dans les formations, on apprend justement, on vous donne un panel de pratiques, une caisse à outils qui est énorme.
et avec laquelle vous allez apprendre justement à faire vos propres pratiques et à faire vos propres séances et comment les organiser. Voilà. Pas forcément de manière intellectuelle, mais d'une manière aussi intuitive. Voilà. Ah, une question de monsieur, question de Bertrand. Sinon, détail pratique, si on a des difficultés parfois à respirer en Kapalabhati ou Bhastrika, peut-on simplement s'installer dans le souffle après une rétention à plein? Merde. Pardon. Là, je comprends pas trop ce que, sinon en détail pratique, si on a des difficultés parfois à respirer en Kapalabhati ou Bhastrika, peut-on simplement s'installer dans le souffle après une rétention à plein? Bon, désolé Bertrand, alors là, je comprends pas ce que tu me demandes. Bon, désolé, on va passer à la question suivante. De Stéphanie. Si toi tu ne fais pas, peux-tu me conseiller quelqu'un qui organise des séjours en Inde avec un temps de pratique? Non, moi je fais pas de séjour en Inde pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais voilà, si je vais en Inde, c'est plutôt pour moi. J'ai pas forcément envie d'amener des gens. Voilà, c'est un peu égoïste, mais c'est comme ça. Après, je connais pas d'autres personnes qui le font. Et voilà, en même temps, sincèrement, si tu vas en Inde, profite, visite, ressens le pays, mais aller pratiquer, voilà, il y a autre chose à faire, je pense. Voilà, c'est autant pratiquer, trouver des bons cours de yoga en France. Tu auras peut-être plus de facilité de trouver de bons cours de yoga en France qu'en Inde. Voilà, c'est paradoxal, mais c'est souvent ça. Voilà, après, c'est un avis personnel. Allez, 22 minutes, on prend une dernière question. Blablabla, blablabla. Mes plus grandes difficultés sont de stopper ce peu de mental et de tenir à poumon vide. Voilà, donc la question, le problème qu'a Isabelle, c'est sur stopper le mental et tenir les rétentions à poumon vide. Et ben là, c'est la pratique. Voilà, il y a que ça qui peut t'aider. La pratique, la concentration. Ce qui peut aider aussi pour stopper le mental, c'est d'utiliser un mantra. Kailarim, Asakalarim, Sakalatrim, qu'on répète, et à force de le répéter, à un moment donné, il finit par prendre le mental. D'ailleurs, il aime pas trop, d'ailleurs, ça l'agace un petit peu. Je pense qu'il faut pas chercher à arrêter le mental. Le mental, c'est comme un enfant. Si vous le cherchez à le bloquer, il va tirer dans tous les côtés, et quand il va repartir, ça va être encore pire. Essayez plutôt de lui donner des éléments de concentration. Donc, par exemple, le mantra, Kailarim, Asakalarim, Sakalatrim, la tenue de la base, dans la journée, tac. Et faites des petits points comme ça. La langue, ouais, le fait de retourner la langue aussi, ça va être important. C'est-à-dire que de mettre la langue en arrière, la retourner, dans la journée, tu vas t'apercevoir que ton mental aussi, ça va l'apaiser. Et puis après, quelque part, c'est la pratique sur le tapis qui va ensemencer aussi la journée. Donc arrêter le mental, il n'y a pas de miracle. Comme je dis, il faut pas chercher à l'arrêter, ça sera une conséquence de pratique. Si tu cherches à le bloquer, tu vas être le mental, c'est toi aussi quelque part, donc tu vas être en lutte contre toi. Et qui te connaît mieux que toi? C'est toi. Donc l'autre, il va toujours trouver une astuce pour arriver à passer, à t'embobiner et faire en sorte que ça s'arrête pas. Voilà. Donc pas de lutte. La pratique, après effectivement il y a quelques techniques qu'on pourrait utiliser, donc comme j'ai dit, les mantras, le fait de retourner la langue, penser à tenir la base, hein, c'est des éléments qui peuvent un petit peu t'aider. Et après, la pratique sur le tapis. Donc la pratique sur le tapis, des fois ce qui peut être intéressant aussi pour vraiment apaiser le mental, le soir, hein, quand on a fait une journée que le mental est vraiment activé, c'est la fixation de la bougie, par exemple. Voilà, la concentration sur la bougie, les yeux ouverts, on fixe la bougie qui est devant soi, et ça amène beaucoup de calme. Voilà, donc ouais, 25 minutes à peu près. Donc on va arrêter là pour cette petite question-réponse. Voilà, donc j'en essaie de faire systématiquement je vais essayer de faire des questions-réponses assez courtes. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.